Voilà, je vous en parlais à l'instant. Un point tout de suite sur l'état de ces négociations engagées il y a maintenant 5 jours au Caire, la capitale égyptienne qui joue un rôle de médiateur dans cette crise à l'image des États-Unis, mais aussi du Qatar. Cyril Payen, bonjour. C'est le décryptage Bonjour. du jour à vos côtés. On a appris que la délégation du Hamas, qui était venue de Doha précisément au Caire pour négocier cette trêve qu'on espérait obtenir avant le début du Ramadan, eh bien, on a appris que la délégation s'était retirée, avait quitté l'Égypte. Est-ce qu'on sait pourquoi déjà? Bah, écoutez, c'est toute la complexité de cette deuxième phase de négociation. On se rappelle, vous le disiez, en novembre, il y avait déjà eu les échanges d'otages, un cessez-le-feu. Là, il est totalement impérieux, mais on sent qu'on rentre vraiment dans le réacteur nucléaire de cette négociation entre deux parties qui se font la guerre et ne veulent vraiment, ont beaucoup de mal à se parler. Pourtant, et vous le disiez parfaitement, il y a d'énormes pressions internationales. D'abord pour le sort, évidemment, le calvaire qu'on peut imaginer de la part des 130 otages qui sont vivants ou non, mais en tout cas qui sont toujours aux mains du Hamas, mais aussi avec la consternation internationale grandissante devant la destruction massive de Gaza et de sa population. Donc pression de Doha, de Washington, du Caire, de Paris. Et puis il semble que, en tout cas, le fait que la raison pour laquelle les émissaires du Hamas, c'est donc la faction politique menée par Ismaël Haniyeh, qui est donc basé à Doha, soit parti, ce qui augure d'ailleurs de très mauvaise manière pour le fait que beaucoup de Gazaouis attendaient un cessez-le-feu pour le début du Ramadan, qui tombe le 11. C'est très très mal A parti, priori, on dit-on. n'y arrivera pas, C'est très hein. mal parti, on nous dit, avec ce coup de théâtre du départ de cette délégation du Caire aujourd'hui pour qu'on ait un cessez-le-feu à temps. Mais il y a des problèmes techniques, tout simplement. On sait que c'est extrêmement compliqué, on est bien payé pour le savoir, de contacter des gens dans la bande de Gaza. Et tout simplement, le bureau politique négociateur a du mal, souvent, ça prend parfois 48 heures, à entrer en contact avec les hommes, la branche militaire du Hamas, menée par Yahya Sinwar, qui a lancé l'attaque du 7 octobre. Je ne parle même pas du chef Mohamed Deif, le chef des brigades Al-Qassam, les factions du djihad islamique, tout cela pour tenter de négocier, et d'autant qu'il y a cette pression militaire extrêmement importante qui continue depuis le 27 octobre, lancée par Tsahal. Il y a beaucoup d'interlocuteurs donc qui sont en jeu, d'où cette difficulté aussi d'avancer vite. On parle d'un 5e jour de négociation, mais en réalité, ça fait des semaines qu'on en parle de cette trêve. Les points de blocage, quels sont-ils exactement? Alors, il y a quelques points d'achoppement, mais le plan, il existe, il est même plus tellement secret. Il a été échafaudé à Paris. On l'appelle d'ailleurs dans les milieux diplomatiques le plan de Paris. William Burns, le patron de la CIA, le chef du renseignement américain extérieur, connaît parfaitement le dossier. Il est du coup très proche de David Bernéas, son homologue du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Le protagoniste le plus important, sans doute, c'est l'émir du Qatar, Al Thani, qui était à Paris il y a peu. Donc tout est sur la table. C'est un plan, je ne sais pas si on va pouvoir voir, qui est assez concret. On le voit. En trois Qui va phases. partir en 3 phases de 45 jours, c'est un prérequis qui a été accepté. Donc on peut voir la phase 1 de 45 jours au préalable, évidemment, d'un cessez-le-feu israélien sur la bande de Gaza. On libère un otage par jour pendant ces 45 jours en l'échange de détenus palestiniens. Donc ce sont les femmes, les blessés, les personnes âgées. La phase 2 au bout de 45 jours. Tout ça, normalement, c'est sur la table. C'était acquis. C'est la libération des réservistes de l'armée israélienne, de Tsahal, qui ont été faits prisonniers ou pris en otage. Et la phase 3, alors là, c'est la plus compliquée. C'est là que les enchères, si je puis dire, on l'a déjà vu précédemment dans les affaires d'otages impliquant le Hamas et Tsahal, l'armée israélienne. C'est la Les enchères vont libération des monter. soldats, hein. Les soldats, parce que là, c'est plus du tout les mêmes ratios qu'on a pu voir. Ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais pour répondre à votre question, le vrai point d'achoppement, il est politique, c'est-à-dire que le Hamas demande des choses que le cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, trêve en guerre, ne veut pas accepter, puisque le Hamas demande en prérequis une cessation définitive de toute action militaire israélienne. Et ça, c'est un point d'achoppement. C'est quelque chose d'incontournable, en tout cas, du côté israélien. Alors, ces lenteurs sont évidemment critiquées d'un côté par les Israéliens, les familles d'otages notamment. Je ne sais pas si on a les images, mais il y avait une conférence de presse des familles des otages qui n'ont toujours pas été libérées, qui était tenue ce matin en Israël. Elles essayent encore de faire entendre leur voix, difficilement, on le sait. Et puis, il y a la situation en face, dans l'enclave palestinienne, de ces millions de civils, alors que la situation humanitaire est devenue chaotique, dramatique, hein. Oui, d'ailleurs, les opérateurs humanitaires qui viennent d'ailleurs souvent sur nos antennes n'ont presque plus de mots pour décrire l'état de dévastation auquel le monde assiste, jour après jour. On parle d'état de famine, on parle de destruction massive qui renvoie à des images qu'on ne pensait pas voir dans un conflit contemporain. Et pourtant, pas de cessez-le-feu, rien, et des convois humanitaires qui ne passent pas, puisque les largages qu'on a pu voir, notamment ces derniers jours, des largages sont très très cosmétiques, d'aide humanitaire, qui soient français, qui soient
américain il y a quelques jours par rapport à la demande qui est énorme. Donc il y a énormément d'attentes de la part de la population gazaoui et in fine, vous le disiez, des pressions internationales qui se font de plus en plus claires. Je pense notamment à Washington qui maintenant réclame très très ouvertement un cessez-le-feu. C'est très 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 nouveau. Ça date de quelques jours, 48 heures peut-être. C'est qu'on change un Kamala petit Harris peu. et Joe Biden qui l'ont dit ces dernières heures. Joe Biden qui pourrait le redire encore cette nuit dans son discours sur l'état de l'Union. Exactement. Et qui donc ajoute à ces pressions internationales de plus en plus claires, en tout cas, des dissensions au sein du propre cabinet de guerre qui est mené par Benjamin Netanyahou, avec le voyage diplomatique très mal vécu par le Premier ministre israélien de son frère ennemi, je dirais, l'ancien chef des armés, Benny Gantz, de l'opposition, qui est allé, sans son accord, discuter avec les Américains et qui, lui, serait peut-être un protagoniste, ou en tout cas un interlocuteur beaucoup plus facile pour l'ensemble de la communauté internationale par rapport à cette marche en avant, ce côté va-t-en-guerre de Benjamin Netanyahou, qui, il est vrai, politiquement, il s'agit de sa survie, a beaucoup d'intérêt à ce que la guerre continue. Mieux que d'en parler trop longuement, nous, ici, on va peut-être entendre un témoignage, Cyril, que vous faites réagir souvent sur notre antenne. C'est Rami, notre confrère palestinien, qui se trouve toujours à Rafah. Effectivement, c'est là qu'on peut bien montrer le désespoir des Gazaouis. Rami Abou Djamous, qui est effectivement un des rares collaborateurs des chaînes internationales et surtout un des rares francophones encore à Rafah, dans la bande de Gaza, et qui a témoigné en dépit des grandes difficultés techniques, puisqu'il n'y a souvent pas Internet. Donc, ce message d'attente, d'espoir pour cette trêve qui, hélas, risque de ne pas arriver, en tout cas avant le Ramadan. Je propose qu'on l'écoute. Tout le monde espère qu'il va y avoir une trêve pendant le Ramadan. Si vous sortez dans la ville, moi je suis dans la ville de Rafah, vous entendez les gens, tout le monde espère qu'il va y avoir une trêve, et surtout pour les déplacés. Les déplacés, ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent que cette trêve-là aboutisse à quelque chose pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois fatigant pour les musulmans en général et pour les Gazaouis, et surtout dans les conditions où on est, sous la peur, sous les massacres et sous les boucheries. Donc les gens espèrent qu'au moins il y aura une petite trêve pour que les gens se reposent un peu de toute cette tension, de la peur, et surtout rentrer chez eux. Les gens disent que les flux qu'on est en train d'entendre à droite et à gauche, la pression des États-Unis sur les Israéliens, la pression des Égyptiens sur le Hamas, va aboutir à quelque chose. En tout cas, ils l'espèrent. Ils espèrent que ça va aboutir à quelque chose. On voit cette fois-ci qu'il y a une volonté de la part de la communauté internationale de faire quelque chose, au moins avoir une trêve pendant le Ramadan. Bon, Rami, qui est optimiste, en même temps, c'est sa nature profonde, qui espère cette trêve. Il n'a pas le choix. Il espère cette trêve pour le début du Ramadan. On le disait en début de chronique, ça va être très compliqué. En tout cas, les regards sont tournés vers Rafah ces derniers jours. Effectivement, avec cette pression énorme, je le disais en préambule, l'un des gros points d'achoppement, il y a aussi la question du nombre d'otages. Le Hamas ne veut pas dévoiler aux Israéliens le nombre d'otages. Peut-être ne le cite-t-il pas, parce qu'on sait qu'il y a eu un éparpillement, notamment au début de l'offensive israélienne, des otages le long de la bande de Gaza qui ont été pris par des groupes séparés, le djihad islamique, parfois des gangs, parfois des familles. On l'a vu dans le récit des otages libérés. Donc il y a la question du nombre d'otages. Le Hamas ne répond pas. Mais aussi que Benjamin Netanyahou a résolument l'intention de bombarder au terme même de ces 45 jours, si c'est signé de plan de trêve, de cessez-le-feu, de bombarder la ville du sud de Rafah, où il sait que l'ensemble des opérateurs militaires du Hamas, donc les ennemis, sa cible, sont retranchés, y compris tous les grands, le Mohamed Deif, je le disais, le patron des brigades El-Qassam, la branche militaire, mais Yahya Sinwar sont sans doute à Khan Younes, à une dizaine de kilomètres de Rafah, et pour lui, il est absolument obligatoire de continuer ce bombardement absolu du sud, où, je rappelle, il y a des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Donc on est dans une équation extrêmement difficile. On l'a vu avec Rami Abou Djamous qui chaque matin nous dit je suis toujours vivant, mais malheureusement on ne peut pas espérer d'ici lundi ou mardi, enfin à cette échéance, une trêve pour cesser ce calvaire sur le terrain et la libération des otages. 30 800 morts, ça c'est le dernier bilan communiqué par le Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza. Merci Cyril, j'aimerais qu'on voit peut-être de nouveau ces images de destruction. Vous nous parliez de ces bombardements et cette offensive qui se poursuit dans l'attente éventuelle d'une trêve d'ici au début du Ramadan. L'ampleur des destructions est considérable dans l'enclave palestinienne, 70% des habitations ayant été endommagées, des structures qu'il faudra presque totalement reconstruire, rebâtir une fois la guerre terminée.